Moi, j'aurais une question pour Diego et une pour Ronald. Euh, Diego, est-ce qu'il y a dans votre étude de terrain une présence ou un rôle des religions, qu'elles soient instituées ou plus indigènes ou syncrétiques, comme il y en a beaucoup au Brésil, je- vous le savez bien. Est-ce qu'il y a un rôle des religions dans ces stratégies de réinvention de soi? On imagine plus facilement le rôle des religions dans l'élaboration d'un discours très masculiniste, et je crois que Bolsonaro en a fait beaucoup usage, mais il me semble que, notamment dans le candomblé, il peut y avoir des stratégies, notamment de genre, qui peuvent être utilisées par les acteurs et actrices sociaux LGBT euh, pour, euh, pour consolider leur résilience et leur résistance. Et je me demandais aussi s'il y avait des solidarités transaméricaines euh, pour, euh, pour les soutenir, tout simplement, dans ces stratégies. Euh, et j'aurais aussi ensuite une question pour Ronald, euh, qui serait euh, de l'urgence de continuer à lire James Baldwin aujourd'hui et les différences qu'il y aurait à faire, d'après vous, entre le concept de white innocence et ceux qui sont proposés, qui ont été proposés plus récemment par d'autres sociologues comme Joe Fijian, qui parle de white virtue, et Robin DiAngelo, évidemment, qui est devenu une célébrité et une personne qu'il faut avoir lu pour se faire une culture antiraciste, avec son concept de white fragility. En quoi est-ce que Baldwin, avec son concept d'innocence, qui est beaucoup plus moral, certainement, continue à apporter un autre discours que ces deux auteurs? Et ensuite, il y aura d'autres questions. Je laisserai la parole aux autres participants. Diego, si vous pouvez commencer. Oui, bien sûr. Du coup, merci pour cette question, Cécile. Tout d'abord, par rapport à la question du rôle de la religion dans la construction d'un discours contre ces mouvements réactionnaires, oui, il y a des mouvements. On sait que dans le contexte brésilien, les candomblés, qu'il y a une religion qu'on dit de racines africaines, parce que c'est une religion brésilienne qui est construite à partir des influences du continent africain et des personnes qui, à partir des échanges culturels qui ont eu lieu, il y a un peu plus d'acceptation. Même si les dynamiques des genres sont toujours présents aussi dans les contextes du candomblé, il y a quand même un peu plus d'acceptation aux personnes LGBT. Euh, je voulais souligner aussi, parce que c'est quelque chose qui est très forte au Brésil, c'est la question de la présence de la religion évangélique. Bah, si dans un contexte français, la religion catholique elle est plus forte elle est plus présente, on va dire, dans la construction de ces discours conservateurs. Au Brésil, c'est beaucoup plus la religion évangélique. Mais je voulais souligner aussi, et je focalise sur la religion évangélique d'un côté, parce que elle est plus présente dans la construction de ces discours conservateurs au Brésil et dans les dernières années ont pris beaucoup d'espace ont pris beaucoup d'espace dans les espaces de pouvoir, notamment politiques, mais aussi médiatiques et tout ça, qu'il y a quand même deux mouvements contre réactionnaires de la part il y a eu dans les années, pendant la présidentielle de 2018, il y a eu un mouvement, par exemple, les évangéliques contre Bolsonaro. Par exemple, il y a une figure aujourd'hui qui a eu beaucoup de visibilité à la gauche brésilienne. C'est les pasteurs Henrique Vieira. C'est une figure qui a pris beaucoup de visibilité en parlant, par exemple, pour les personnes LGBT, en intégrant dans son discours beaucoup des éléments
de minorités, pour les minorités des genres et des sexualités. Donc, oui, c'est connu aussi cette paradoxe de la religion du candomblé, mais tant pour l'acceptation, mais aussi pour la reproduction, comme dans tous les espaces, hein, de dynamique hégémonique des genres et sexualités. Mais je voulus souligner aussi le rôle de l'Église évangélique pour qu'on sorte un peu de voir, parce que c'est peut-être un erreur qu'on a commis en disant que bah voilà, tous les évangéliques sont c'est une masse homogène et on ne peut pas le dialoguer avec parce qu'ils sont toutes et tous de conservateurs. C'est faux, c'est très hétérogène, cette religion aussi. Il y a des mouvements explicitement contre ce qui est mis en place aujourd'hui et quelque chose qui je souligne aussi, par exemple, qui est un discours qu'on voit présent dans des figures comme le pasteur Henrique Vieira, c'est quelque chose qui dit que on ne peut pas nier les rôles qui l'Église évangélique ont pris dans l'espace politique au Brésil et on ne peut pas s'épargner de se mettre en dialogue avec cette partie de la population aussi, pour qu'on puisse pouvoir construire des nouveaux discours qui puissent toucher aussi des personnes qui ne sont pas tout à fait, on va dire, d'extrême droite, mais ce sont des gens qui ont été séduits par ces discours conservateurs de Bolsonaro pendant les élections de 2018. Concernant votre deuxième question, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous comprenez par exemple par Transamérique, ces solidarités entre les pays de l'Amérique latine, c'est ça? Entre les militances LGBTQ dans le continent américain, que ce soit au nord ou au sud. D'accord. En fait, c'est une question complexe, mais c'est que comme je pouvais, dans la façon dans laquelle je pouvais résumer, c'est que il y a plusieurs éléments qui nous ont fait un peu s'isoler au continent en Amérique du Sud. Par exemple, des éléments historiques, on étudie très peu par exemple, l'histoire même de l'Amérique latine dans notre formation scolaire au Brésil. On a beaucoup plus une tendance à étudier l'histoire qu'on appelle l'histoire générale, qui est l'histoire de l'Europe, qu'on voit comme une histoire générale au Brésil, et après, on passe tout de suite à l'histoire du Brésil. Il y a aussi une question linguistique. On est le seul pays de l'Amérique latine que parle portugais, et ça met un peu en difficulté la possibilité de construire un dialogue avec l'Amérique latine, avec d'autres pays de l'Amérique latine. J'ai l'impression que depuis aussi cette vague réactionnaire qui a touché pas que le Brésil, on voit même des politiques il y a des exceptions, bien sûr, mais on voit des politiques, tous les progrès qu'on a eus les dernières années au niveau de droits sexuels et pour les personnes, des droits sexuels et reproductifs au Brésil, mais aussi en Amérique latine, comme il y a eu cette vague réactionnaire qui a touché plusieurs pays, je vois aussi j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement aussi qui essaye de mettre un peu plus le dialogue et surtout par la croissance et par l'essor qui a pris les études décoloniales et décoloniaux et postcoloniaux, qui nous a fait aussi voir l'importance de se mettre en dialogue avec d'autres pays. Mais c'est ça, c'est un effort qu'on voit on voit l'importance et du coup, on fait cet effort. Mais ce n'était pas quelque chose qui était présent dans notre constitution politique des dernières années, si ça répond à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse très précise et très enrichissante. C'est au tour de Ronan et puis ensuite on a des questions de la part de Jean-Paul Rocky, puis Jules Falquet. Well, thank you very much for your question. And so the urgence of white innocence
I think, first of all, I think when we talk about white innocence, what Baldwin is talking about is a fraction of the fraction of the United States, again, that doesn't see itself as racist, doesn't see itself as harboring any racist beliefs, but nonetheless doesn't critique how it sees the world. So, for example, whiteness, if we want to give definitions to whiteness, whiteness is how one comprehends the world and oneself within that world. And then Baldwin's Innocence describes how one interacts with those who do not have that same quote unquote privilege. So, uh, white innocence versus white virtue, white fragility. Um, I think as a sorry, give me 1 second. As I mentioned, just to reiterate from my intervention, I said that Baldwin posits that the social functionality of whiteness is prescriptive, acting as a predominating model of human potential, a hegemon placing itself at the highest echelon of a race-based hierarchy, covertly conveying the latent belief that whiteness is a paragon of social and democratic virtue. So whiteness in itself is a virtuous way of living that needs to be adopted by other groups. So for me, white virtue is inherent. It's an intrinsic part of whiteness itself, or one of the building blocks of whiteness itself. White fragility is, I think, is closer to white innocence in the sense that both necessitate interactions with non-white people, or necessitate some sort of pushback from non-whites once when one is confronted with a different perspective or with the reality of whiteness, and how it interacts, or how other groups, social groups, interact with it. White fragility, I think, is a way of protecting oneself from reality, whereas ignorance describes more. It's not it's a protective shield, but it's more how one interacts with people. And then white fragility comes once one receives pushback or confrontation. So I hope I made that clear. And I just wanted to also answer Jules Falquet. I have read Gloria Weaker's work, not in its entirety, but I have read pieces of it, and I do see many similarities with Baldwin's Innocence. I think one of the biggest differences, however, is that Gloria Weaker is working, I think, from colonial, post-colonial, post-colonization or decolonization perspective, and Baldwin often makes the distinction that African Americans, um, excuse me, are in a unique position because they're not coming from, they're not immigrants or migrants coming to the United States. They're uniquely, in the sense that you're wholly uniquely American, but having two different perspectives. Perspective of Black Americans and the perspective of white Americans. Whereas Gloria Weaker, I think she really concentrates, as from what I've read, she concentrates more on how the Dutch understand what they understand their history, just like with Americans, but their contribution to their colonies.
and the good that they've done for their colonies without recognizing that, for example, slavery and colonization were crimes against humanity. So, but in the United States, I think we still have this idea of racism is wrong, or slavery was wrong, but I'm not racist and I wasn't there during slavery. So it doesn't have anything to do with me, if that answers your question. Merci beaucoup. On a un petit quart d'heure pour continuer la discussion. Jean-Paul Roquis s'était porté candidat pour des questions aux 3 intervenants et intervenantes. C'est à toi, Jean-Paul. Merci Cécile, et merci aussi aux 3 panélistes pour leur présentation, pour la communication de Diego, que j'ai trouvé très très intéressante. Je me demandais, Diego, la place que vous accordez sur un plan méthodologique à votre récit introductif, le témoignage de Dandara. Est-ce que c'est purement rhétorique, c'est-à-dire que ça nous place, nous, auditoires, dans une situation de média stress, à la position de témoins, hein, et quasiment de témoins qui revivent l'agression, parce que vous avez joué la scène de façon tout à fait remarquable. Ça fait d'ailleurs un pont très très intéressant avec ce que E. Patrick Johnson nous expliquait hier dans sa conférence plénière. Donc, est-ce que c'est simplement une fonction introductive ou une fonction rhétorique, ou est-ce que ça va plus loin et il y a dans votre démarche méthodologique, dans la portée analytique que vous voudriez donner à votre travail, la volonté, peut-être dans une perspective militante, de placer l'auditoire dans la situation de l'expérience de l'agression, évidemment, hein, toute comparaison gardée. Il me semble que ça peut être une question intéressante aussi pour réfléchir aux stratégies de lutte contre l'homophobie ou les discours de haine, dans quelle mesure et quel est le point d'équilibre entre l'analyse, la dénonciation des discours de haine et ce qui peut apparaître comme une duplication qui va beaucoup s'appuyer ou beaucoup dépendre du degré de conscience et d'information et de conscience politique de l'auditoire, et donc peut-être complexifier pas mal ces stratégies. Et enfin, la question que j'avais pour Roland. Roland, I just wanted to know, in your presentation, which was really fascinating, the way you actually deal with white innocence in Baldwin's works. In your presentation, it's actually sexuality which is presented at the end of your presentation as a lever for maybe debunking the polarization of race and making white innocence more fluid. And I was wondering if you were actually looking at that phenomenon from the opposite viewpoint, you know, or in a kind of dialectical relation whereby it would be race in actual fact, which makes gender more fluid and sexuality more fluid, you know, in Baldwin's works and, you know, in the material reality that they target. And I'm asking that because if you focused on Another Country, but if one reads Another Country in the light of Giovanni's Room, which comes first, it's actually in Giovanni's Room, race which is being used as a lever, you know, for making gender and sexuality more fluid, more dynamic. And the problem in Giovanni's Room is that precisely, you know, it's a failure because the characters remain
trapped by, their relation to guilt, to morality, as Cécile was pointing out, and to a religious understanding of innocence. What do you think? Ok, donc en essayant d'être direct, concernant la place d'abord, merci pour les questions, Jean-Paul. J'essaye aussi de répondre vite fait à la question que j'ai vue sous le chat de Thierry Maire, d'une façon directe. Donc, tout d'abord, à la question sur la place de mes récits, moi, je travaille dans une perspective de savoir situer. Donc, mes récits, ils sont analysés totalement d'une façon où je suis impliqué. Normalement, j'apparais beaucoup plus dans les récits et les dialogues que j'ai eus avec mes inquiétés. Mais tout ça, je n'ai pas eu du temps de développer ici. Mais je développe plus dans mon travail de thèse. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ces propos, c'est que ces types de récits, je focalise, comme je dis, je privilégie ces récits des Dandara parce que ça parlait du contexte politique récent du Brésil. Mais j'analyse la construction et les rapports à la violence des personnes tout au bout de leur vie. C'est une perspective de récit de vie. Donc, cet extrait-là, il a été choisi parce que ça parlait, ça allait parler du sujet auquel j'analysais au cours de cette communication. Mais normalement, quand je fais une analyse, elle prend tous les récits de vie, les récits biographiques des personnes qui j'enquêtais. Donc, ces récits, il est situé dans un contexte plus large du récit biographique de la personne. Et aussi, de l'autre côté, moi, je suis toujours présent. D'ailleurs, quand je dis que je travaille un numéro X de récits dans mon travail, je dis juste que c'est X plus 1, parce que moi aussi, je suis là-dedans. Et pour répondre à la question de Thierry Maire, s'il existe des mouvements plus précisément religieux qui portent ces discours d'acceptation, oui. Il y a par exemple les discours des groupes, il y a par exemple les groupes féministes católicas pelo direito de decidir ou des catholiques pour les droits de décider. C'est un groupe féministe pour les droits pour les droits reproductifs des femmes, et c'est un groupe qui s'identifie en tant que catholique, mais qui lutte pour les droits des femmes de pouvoir choisir pour leur corps. Et aussi, moi, j'étudiais lors de mon master, au moment du master, les églises inclusives. C'était pas je ne vais pas focaliser, mais les églises inclusives ont pris un espace dernières années très important au Brésil. J'ai un texte publié à ces propos, c'est en portugais. Donc voilà, c'est pas en français, mais vous pouvez trouver sur academia.edu. C'est diegopaz.academia.edu. J'étudie un peu le rôle des églises inclusives. Ce sont des églises évangéliques qui ont un discours inclusif pour des personnes LGBT sont politisées de plus en plus. Donc, j'espère que ça. Vous voulez continuer après, vous pouvez tout à fait me trouver sur mon site dont je viens de parler. Merci. So, an attempt to answer your question. So, number one, you're 100% correct. In the article I presented, it's taken from my PhD, a piece of my PhD, and I do acknowledge in the PhD that Giovanni's room, and the importance of Giovanni's room, for example, in the construction of innocence, so white innocence, and I analyze it. Excuse me, I analyzed the book in that context. One of the things I chose another country to discuss another country, and not Giovanni's room, number one for sake of time, but also because
I felt that in another country, Baldwin is, how can I say it? I don't want to say he's catering to, but he's speaking to a certain facet of the American population, liberal, those who find themselves to be socially liberal and in regards to sex and race. And I think the novel challenges conceptions or perceptions that we have of our own identity, which is based on, or partly based on our beliefs and our belief systems. And so in the novel, Vivado, his identity is based off of seeing himself as an artist, as a writer, and how he's not able. And so when he's not able to actually write, as I think his name is Richard, Cass's husband does, he sees himself as a failure, and then he not only sees himself as a failure, but he doesn't understand where he is and where he fits. And I think it's the same thing with regards to race. He sees himself as liberal, sexually liberated, and liberated even from racial categorization. And it was this liberation that gives him the freedom, for example, to go into Harlem and sleep with Black women, and to have a relationship with Ida. But his relationship with Ida, it challenges him because she doesn't allow him to remain, to not have responsibility, or not feel a sense of responsibility for her brother's death. Throughout their relationship, she continues to tell him that he's not as liberated as he thinks. He's not as that he suffers from the same affliction as other men. For example, Mr. Ellis does. He suffers from his sexuality. Suffers from his gender, and also from his racial categorization that he doesn't acknowledge. And yeah, I hope that answers your question. Yep. Okay. Thank you. And thank you for your answer. And just really quickly, I didn't answer Cecile's question about urgency regarding Baldwin's work. I think the reason I wanted just to quickly discuss, I discussed what took place on January 6th was because the question of race in the United States is a question that's out in the open. It's not a question that no one does. It's not unknown to the American public, but we don't discuss racial matters in a way that will lead to social change, I think. And I think that because, again, following Baldwin, I think that race itself, the idea of race and racial categorization, is racist. And so how do we move beyond these categories that kind of imprison us, not only imprison us, but also limit our human potential by prescribing modes of behavior. So, for example, white has to be this way, Black has to be that way. And in order to, and the only thing that we say, I think, and especially seeing this in Baldwin's work, what we tend to do is to say we blend the lines of racial categorization, saying that white can be this way now, Black could be this way. But the central issue is that racial categorization is the biggest problem that we have in the United States. Well, one of the biggest problems, social problems. And in order to deal with it, we need to discuss how, for example, in
whiteness as being invisible and universal, how it that not only affects minority groups, but how it affects the majority, the white majority, and how it negatively affects them. And so I really see that in bold, and we can see that from the insurgency that, the insurrection that took place, the deliria, that these many people live in the United States, and what many people are calling the Rust Belt, or white people who've been left behind. But yeah, there's a large fraction of the country that we really need to talk to, have a dialogue with, and work with. And I really think Baldwin's work can give us the tools to do that. Pardon, merci pour toutes ces interventions. Je vais être très courte et je vais n'en poser qu'une du coup, mais la réponse est peut-être longue. Elle est plus particulièrement peut-être pour Diego, mais elle est aussi pour nous toutes et nous tous. C'est en quoi cela fait sens de mettre ensemble les LGBTQI et plus. Est-ce que dans la pratique des mouvements, il y a cette cohésion, est-ce qu'il y a des échanges, est-ce qu'il y a donc dans le cas brésilien, et puis à plus forte raison à l'échelle continentale. Voilà, c'est dans quelle mesure c'est pertinent et dans quelle mesure c'est moins pertinent éventuellement d'associer ensemble lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, etc. Merci Jules pour cette question. C'était d'ailleurs une question que je me suis posée pendant l'écriture de mon travail, parce que soit j'utilisais l'acronyme LGBT, soit j'utilisais LGBTQIA+. Et du coup, à la fin, je décidais d'utiliser LGBT parce que je n'avais pas inquiété des personnes intersexuées, je n'avais pas inquiété des gens qui se disaient soi-même queer. Et du coup, j'étais toujours un peu dans cette... parce que je pouvais dire que mon travail porte sur les personnes LGBT QI+, mais de fait, je n'avais pas cette personne-là de ma recherche, et du coup, c'était une question vraiment pour moi. Dans la pratique, je pense qu'il y a un dialogue, même qui est encore très timide. Il y a quelques personnes dans cette sigle qui n'apparaissent pas trop dans le mouvement, qui ont un peu de difficultés à trouver pour qu'elles soient vraiment représentées, mais je pense qu'il quand même apporter dans l'acronyme, dans la sigle, leurs lettres, ça permet de visibiliser et de dire que ces personnes, elles font partie d'un mouvement plus large qui est celui de minorités sexuelles et de genre, mais c'est quand même très délicat de dire que notre travail va porter sur des personnes LGBTQI, mais elles ne sont pas tout à fait représentées dans les pratiques de la recherche. C'est pour ça que pour nous, en tant que chercheurs, c'est un peu délicat cette question. Moi, j'ai fait le choix de montrer, c'est quelque chose qui est encore en discussion, ce n'est pas tout à fait clair encore pour moi. Si c'est important de visibiliser, même si les personnes ne sont pas là vraiment, aussi, je ne vais pas apporter, je ne vais pas mettre la lettre si les personnes ne sont pas là vraiment. Pour moi, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore clair. J'espère d'ici la fin juin trouver un moyen pour sortir un peu de cette... Mais je pense que c'est paradoxe aussi, cette controverse, elle reflète un peu la réalité du terrain. Ça parle un peu de cette dialogue qui parfois, comme je vous ai dit, par exemple, parfois la lettre elle est là, mais la personne elle n'est pas représentée. Il n'existe pas une personne qui va vraiment occuper cette place. Et c'est un peu l'enjeu de politique identitaire qui emmène au niveau de l'État pour avoir cette visibilité au niveau des politiques publiques aussi. Donc, je pense que c'est un peu cette controverse et cette non-clarté de comment on va utiliser, ça reflète un peu la tension qu'on trouve sur le terrain. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, même d'une façon courte. Obrigada.
Pour nada. I think that just responding to your question regarding LGBTQ+, I think it's a double-edged sword. I think it's a double-edged sword in the sense that it serves as a tool to identify a group of people, groups of people, and bring them together, groups of people who are fragile in society. But then at the same time, I think, and so fragile in society, bringing them together in order to collectively affect social change. At the same time, I see that, again, it's social categorization and based on aspects that are not as important as they should be. So for example, sexuality, I believe we tend to often focus on sexuality, but heterosexuality, it seems to me, is banal in the sense that it's not so important. It doesn't seem to be as pointed out as important as the LGBTQ plus community. And I think that, for example, focusing on other aspects of human potential could bring us closer together. But then again, this is why I call it a double-edged sword. I recognize the necessity to have it, but then at the same time, I feel like once we socially evolve, we'll no longer need these categorizations. So for the moment, we have them and they seem necessary, but in the long run, we're going to have to, at one point or another, disavow. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants et intervenantes pour des présentations vraiment passionnantes, très riches pour chacun d'entre nous.